Bonjour Bénédicte Maréchal, vous êtes éco-conseillère à la commune de Jodogne et vous aussi vous avez un retour d'expérience à nous présenter et des outils que vous avez développés localement pour agir en matière de lutte contre l'érosion. Je vous en prie. Merci. Donc je travaille comme éco-conseillère à la ville de Jodogne. Je crois que c'est là, entre-temps. Alors il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer et la lumière va arriver, normalement. Ah voilà, ça y est. Ça marche ? Je crois que ça y est, oui. C'est bon. Voilà. Donc je suis éco-conseillère indépendante, dans le sens où j'ai une convention de service avec la commune. Et dans le cas des missions de conseil en environnement, je suis amenée à travailler dans le cadre de la lutte contre les coulées de boue et les inondations. Je vais retracer un petit peu un historique, parce qu'en fait, à Jodogne, on a commencé en 2004 déjà à s'intéresser à ce problème. Et puis, à partir de 2011, on a structuré une méthode de concertation en collaboration avec la CELJUZER. Et puis, maintenant, on a une coordination beaucoup plus organisée au niveau de la commune, avec une communication aussi plus structurée vis-à-vis de la population. Et je terminerai par quelques conclusions. Donc en 2004, on a bénéficié d'un stage d'éco-conseiller de l'Institut Éco-Conseil à Namur, qui a fait un premier travail d'investigation des points noirs, de recherche des riverains, donc discussion avec des riverains par enquête, rassembler des documents aussi des pompiers, avec les rapports d'intervention qui se faisaient dans les différents endroits. Et il a fait un premier état des lieux de la commune, mais sous un mode un peu journalistique et pas tellement scientifique. Mais ça nous a quand même donné une belle image des points noirs, des différents endroits où on avait des soucis. Et aussi rechercher les agriculteurs concernés, donc les parcelles agricoles qui étaient impliquées dans les coulées de boue pour les rues concernées. En 2008, on a eu une saison vraiment catastrophique au niveau des orages et on a eu une vingtaine de lieux où des coulées de boue ont été observées pendant l'été. On a du coup commencé à travailler en interne, vraiment en concertation avec les pompiers, les services travaux, services environnement, services urbanisme, pour gérer l'urgence, gérer au niveau interne à la commune, donc au niveau des fossés, au niveau de toute une série d'améliorations qui étaient de notre ressort, qui étaient du ressort du fonctionnement des voies d'écoulement, que j'appelle un service curatif, parce que on ne travaillait pas en amont au niveau des champs à ce moment-là. On a installé des grilles transversales, donc des grilles de reprise des eaux. Il y avait des endroits où il y avait des branches qui empêchaient le passage des eaux, des curages. Donc c'est tout un travail interne qui s'est fait. Et à ce moment-là, avec ma collaboration, nous avons rencontré les agriculteurs concernés de tous les points noirs qu'il y avait eu en 2008. Mais on les rencontrait sur le terrain ou en réunion vraiment individuelle. On n'a pas fait des réunions de groupe à ce moment-là. Ces rencontres nous ont particulièrement aidés à comprendre le problème. Parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas encore les cartes et ruisseaux. Et du coup, en fait, on était souvent menés en disant « Mais est-ce que ce qu'on va proposer est une solution qui tient la route ?» Comment on passe l'eau? En fait, on se rendait compte qu'on n'avait pas une vision très claire. Et par les contacts avec les agriculteurs, c'est eux qui nous ont beaucoup informés sur les endroits où il y avait les soucis, les endroits où l'eau passait, les endroits où eux avaient des dégâts. Et on a écouté finalement aussi, parce que quand il y a des orages, il y a peut-être des problèmes au niveau des maisons, mais l'agriculteur lui-même subit des grands dégâts et des grandes pertes de culture. Et cet aspect-là, on l'a vraiment entendu, écouté, et en montrant aussi que finalement, en faisant des mesures ensemble, on pouvait aussi réduire les risques de dégâts au niveau des cultures elles-mêmes. Et cet aspect-là, de prendre parti de l'agriculteur aussi, montrer qu'il n'était pas le seul responsable, et que c'était souvent le riverain, il voit le dernier champ le plus près de sa maison et dit c'est cet agriculteur-là qui est responsable. Et il ne se rend pas compte qu'au-dessus, il y a 35 hectares et qu'il y a peut-être 5-6 parcelles d'autres agriculteurs. Et donc on a aussi bien perçu et fait connaître aux riverains le fait que ce n'est pas le dernier agriculteur qui est responsable, mais que tout le monde a sa part de responsabilité. Et déjà là, il y a un changement dans la perception en 2008 de ce phénomène. Et aussi, on avait envie de mieux connaître les assolements, comment fonctionnaient les rotations,
pour un peu anticiper, comme disait le bourgmestre de Donceel. Si on peut anticiper une année, donc on sait qu'il y a un point noir et qu'au niveau de ce point noir, l'année suivante, c'est des pommes de terre, eh bien, on peut anticiper et peut-être prendre des mesures d'urgence, justement par arrêté du bourgmestre, ou qui vont un peu pouvoir compenser le fait que cette culture-là est plus problématique à cet endroit-là. Ensuite, en 2011, on a vraiment eu aussi 4 épisodes d'orages intenses. Ça a été dans la presse, vous aviez 2 communes qui étaient visées, en Brabant-Wallon, Orpjauge, Jodogne, partout. Avec une différence, c'est qu'Orpjauge, ils ont été incendiés par les riverains. À Jodogne, il y avait déjà une perception plus positive que le fait qu'on avait déjà commencé en 2008, 2004. Donc les riverains étaient finalement déjà plus perceptifs, et les agriculteurs aussi, parce qu'on avait déjà rencontré tous les agriculteurs des points noirs réguliers. Mais là, en 2011, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à travailler un travail de concertation multi-acteurs et de structurer une méthodologie d'intervention, d'amélioration des problèmes en amont. Voilà quelques exemples de choses qui ont été réalisées. Donc, une analyse de terrain. Donc, à ce moment-là, pas des ruisseaux. Moi, j'ai fait ma petite carte avec la situation, les eaux, les flèches par où passait l'eau, l'entrée de champ qui est la ligne verte là, qui était un champ en entonnoir. Donc, on a suggéré un nouvel accès pour l'agriculteur, la fermeture de l'entrée de champ, des aménagements de fossés, des aménagements de pavés, de bordures. Et en fait, en combinant des mesures qui touchent l'agriculteur, des mesures qui touchent aussi la voirie, montrer qu'il n'y a pas que des aménagements qui se font chez l'agriculteur, mais aussi partout. On est tous solidaires et tous on va améliorer la problématique. Bien, on a eu finalement plus facile à faire accepter certaines mesures par les agriculteurs, parce que ça faisait partie d'un ensemble de mesures et pas juste chez eux que se faisaient les mesures. Voilà un peu l'illustration. Ça, c'est un système qui fonctionne bien. Donc, au bout d'un chemin où arrivait beaucoup d'eau, on a fait une rehausse de pavés pour que l'eau soit envoyée dans le fossé le long de la route. Au bout de ce fossé, il y a une connexion vers la rivière. On a rehaussé des bordures, comme on voit à gauche. Et puis, on a acheté un nouveau équipement pour pouvoir faire les curages en godet, donc uniquement le tiers inférieur, pour ne pas abîmer l'entièreté du fossé, mais permettre un bon écoulement. Donc là, on a commencé à planifier les curages avec une liste, un encodage régulier pour que le service travaux n'oublie pas certains endroits. Donc on a aussi mis en place certaines méthodologies de suivi au niveau interne à la commune. Donc, c'est montrer que tous les acteurs doivent se mobiliser. On a fait beaucoup d'aménagements en voirie, mais comme ça, on peut vraiment montrer que l'agriculteur n'est pas le seul responsable. Et c'est vrai qu'on travaillait peut-être en aval et pas beaucoup en amont, mais c'était une manière de pas à pas. On ne voulait pas tout changer en une fois, on n'avait pas aussi le personnel, l'équipement humain pour pouvoir le faire plus vite, quoi. Voilà le changement d'entrée de champ qu'on a refermé, et puis le nouvel accès. Et puis on a replanté le talus avec des haies denses. Voilà, grâce à la semaine de l'arbre. On a travaillé beaucoup sur le domaine public pour tous les endroits où on avait la mise, puisque ça appartient à la commune. On sait intervenir sans avoir besoin des accords d'agriculteurs sur le domaine public. En 2011, là, avec la récurrence des orages qui sont apparus, on avait le flux d'eau avait créé son chemin. Et donc, il y a des endroits, le premier orage, des personnes ont été impactées, leurs maisons inondées. Le deuxième orage, la même chose, parce que l'eau avait creusé son sillon, et du coup, on annonce un troisième orage au mois d'août. Le bourgmestre dit « Je ne peux pas me permettre que les mêmes habitations soient de nouveau inondées, alors que même des pluies qui n'étaient pas du tout des pluies importantes, des pluies d'orage, provoquaient déjà des soucis tellement l'érosion avait été importante. » Et donc, après différents retravail sur le terrain et rencontre des acteurs, on s'est fait aider par un expert hydraulicien qui a été mandaté pour proposer des solutions. Le bourgmestre a organisé une réquisition de terrain et a imposé certains aménagements, comme des bassins de retenue d'eau et la création de fossés. On est arrivé avec des situations où on a donc fait des réquisitions d'entrepreneurs, de terrassement, pour créer en urgence des fossés, des bassins d'orage à certains endroits, de façon à montrer que voilà, la situation était telle qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que
d'intervenir par la force. On a tout de suite montré dans l'arrêté du bourgmestre qu'une indemnisation allait être calculée pour l'agriculteur sur base d'un expert qui est venu sur place, qui a mesuré l'emprise de l'aménagement et qui a calculé le coût de l'indemnité, donc avec convention qui passait au conseil communal pour régulariser après l'arrêté du bourgmestre pris en urgence. En même temps, comme c'était des mesures qui étaient vraiment fort peu populaires, et je me souviens que la grue est arrivée dans le champ de maïs et que, quand on voit ici, donc c'est la photo suivante, voilà, la photo 3, je veux dire que l'agriculteur, il arrive et il voit arriver la grue qui vient couper son maïs et qui vient creuser ce fossé. Je vous jure que ça fait mal au cœur et c'est clairement difficile à faire accepter, même s'il savait qu'il allait être indemnisé pour la chose. Mais en même temps, on lui a... bon, du coup, je reviens ici. On a directement dit que cette mesure devait être accompagnée par la mise en place d'une commission agricole et qu'il était temps qu'on réunisse les agriculteurs concernés et vraiment travailler à une méthodologie à long terme sur le terrain agricole et qu'on ne pouvait plus se limiter à faire des mesures sur le domaine public, des mesures en aval, et qu'on devait commencer à travailler vraiment en amont avec les agriculteurs. Donc on a même eu la force de l'eau tellement forte que ça a complètement déchaussé les pavés de la cour de la ferme. Donc en urgence, on amène des big bags, des choses comme ça. Donc on était dans une saison d'enfer. Hein, je veux dire, alors ici, on a créé un bassin d'orage temporaire qui devait être consolidé dans le cadre du remembrement de Orbe-Jauge. Finalement, remembrement qui s'est annulé. Donc maintenant, on est en phase de travail pour pouvoir pérenniser cet ouvrage sur le mode d'AFOR et d'autres systèmes de subsidiation. Et donc depuis 2011, ce bassin continue à être vidé et utilisé dans le cadre de cette zone de bassin versant particulièrement sensible. Donc pour des mesures radicales peu populaires, on a associé maintenant à la mise en place de commission, et le bourgmestre a tout de suite fait comprendre que comme disait le bourgmestre de Doncel, qu'il c'est moins cher d'indemniser l'agriculteur que de nettoyer le dégât des coulées de boue, et qu'il y a un moment donné, il faut que qu'on est obligé de faire des aménagements. Ces aménagements, il y a des endroits qui sont judicieux, et il faut aussi que l'agriculteur accepte que ces aménagements se fassent à ces endroits-là, parce que c'est là que c'est le plus adéquat pour faire l'aménagement. Donc, on a travaillé. Donc, la commission s'est réunie 4 fois. On a demandé aux agriculteurs de choisir un agriculteur par village, choisi ou plus ou moins aussi en fonction, comme disait Ariane, des plus grosses structures agricoles. Donc, on a une centaine de fermes à Jodogne, parce qu'on a quand même 7000 hectares. Et on a 82% du territoire qui est en zone agricole. Mais dans les 100 agriculteurs, il y a une vingtaine qui sont vraiment des grosses exploitations. Et donc, on a par village choisi un peu des représentants, une personne qui fait partie de la commission agricole, un autre qui est dans la Fédération Wallonne Agriculture. Donc, des personnes représentatives qui ont participé à cette commission. Avec les pompiers, quand je n'ai pas encore entendu depuis ce matin cet acteur-là, chez nous est très important parce qu'en plus, on a beaucoup d'ouvriers communaux qui sont des pompiers volontaires. Et du coup, on a une implication quand même assez forte des ouvriers dans le cadre de la lutte contre les inondations. On a un échevin qui est agriculteur aussi, qui est l'échevin de l'environnement, ce qui n'est pas toujours facile à jongler dans les deux aspects. Mais bon, à partir du moment où lui dit qu'il est maintenant nécessaire de faire quelque chose, il y a quand même un poids vis-à-vis des autres agriculteurs. On travaillait depuis 2008 en meilleure collaboration au moment de transversalité, services travaux, urbanisme, environnement. Et donc là, on arrivait aussi avec une vision cohérente par rapport à ce qu'on voulait faire. Des experts, comme Gisère, qui est venu commencer à faire des dossiers sur Jodogne. La Fédération Wallonne Agriculture. Culturalité, c'est un GAL, un groupe d'action locale pour notre zone d'SB Brabançonne. Et on a cherché vraiment à créer une plateforme d'échange
Alors notre principal objectif, c'était que les agriculteurs nous aident à connaître les noms des agriculteurs qui exploitent les parcelles. À Jodogne, il n'y a pas eu de remembrement par rapport à d'autres communes du Brabant et de Wallonie. Du coup, il y a beaucoup d'échanges. Et donc, quand on a déjà le propriétaire de la terre, on téléphone au propriétaire de la terre, qui est-ce qui a le bail à ferme chez vous? Il y a déjà un problème, c'est pas toujours connu. Et si en plus on dit qu'il y a eu un échange, alors oui, ça devient le plus difficile. Donc, grâce aux agriculteurs de cette commission, ils nous ont aidés à voir quelle parcelle était exploitée par qui. On a par Gisère aussi eu des aides pour savoir qui exploitait quoi. Et on a pu dresser comme ça des cartes avec les noms des agriculteurs. Et puis petit à petit, on les a rencontrés individuellement pour affiner cette connaissance local en amont de venir avec des propositions. Donc simplement, voilà, on sait qu'il y a un souci, écouter par où passe l'eau, quel est le problème, et voir ce qu'ils peuvent nous apporter aussi comme information sur la situation. Donc cartographie des points noirs, aussi explication, comme on a vu tout à l'heure, par Gisère, des causes de l'érosion, des impacts pour l'agriculture de cette érosion, les noms des agriculteurs des parcelles problématiques, connaître l'assolement, connaître mieux finalement l'environnement global du problème. Et donc on a fait des études de terrain avec Gisère, et on a déjà anticipé les années suivantes en disant, bon, s'il y a une culture sarclée, pommes de terre, comment est-ce qu'on peut prévoir des mesures de prévention, de protection? Au niveau, là c'est le Gisère, comme on a expliqué tout à l'heure, donc on a 10 points noirs qui ont été étudiés. Au niveau de Jodogne, on est à la limite d'Ougarde, on a aussi eu des contacts avec la commune voisine, la commune néerlandophone, parce que certains problèmes viennent des champs qui sont à Ougarde, ou bien les champs de Jodogne provoquent des inondations sur des maisons limitrophes. On a rencontré Orbe-Jauge aussi, qui est la commune où il y a le remembrement et qui est à la limite de Jodogne. Et puis on a rencontré vraiment agriculteur par agriculteur pour les points noirs dont on avait les fiches de Gisère pour travailler sur le bassin versant. Comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait les dossiers Gisère, ça donne une crédibilité au travail communal et au niveau du choix des aménagements qui sont proposés. Et donc quand on va vers un agriculteur en disant voilà, c'est une proposition Gisère, c'est une proposition faite par des agronomes qui sont validés par le milieu agronomique, et on a plus de poids que quand moi je venais en 2008-2009 avec des idées de petites choses qu'on pouvait faire, parce qu'ils me disent oui mais vous, comment vous pouvez savoir si ça sera une solution à long terme? Alors c'est important qu'il y ait une personne de référence à la commune, ce qui est mon rôle, parce que s'il n'y a pas cette personne, les rapports Gisère ils sont souvent dans un tiroir et ils ne sont pas suivis. Et si on dit ok, on va demander à Gisère de faire des analyses, et des travails sur le terrain, c'est vraiment important qu'il y ait une personne de référence et qui accompagne depuis le début ce rapport, qui aille sur le terrain, qui connaisse, qui s'approprie le rapport Gisère. Sinon, arriver à concrétiser des aménagements sur le terrain, ça va être très difficile. Parce que ça va être trop technique, ça va être difficile à imaginer exactement où va se trouver l'aménagement. Parfois, c'est des fascines qui sont entre deux champs, au bout d'un chemin, le numéro 17, à la place des chemins, qui est à moitié labouré. Et déjà retrouver l'endroit, après avoir été sur place avec Gisère, parfois moi je me casse la tête, je retéléphone à Pierre. Pierre, tu me souviens quand on était à tel croisement, c'était à gauche ou à droite? Parce que je ne sais plus, j'arrive plus à me retrouver l'endroit. Donc, important qu'il y ait une personne de référence. Et pouvoir organiser jusqu'au bout la concertation et la concrétisation des aménagements sous forme de cahier de charge, de suivi du chantier et de réalisation concrète. Et à partir du moment... Il y a une série d'aménagements, c'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas le responsable des services travaux, mais il y a toute une série de cahiers de charges. Il y a des cahiers de charges qui sont fournis par Gisère, des cahiers de charges type, pour des fascines, pour des petits aménagements locaux. Et on n'a pas besoin d'avoir un auteur de projet, quelqu'un d'externe. On peut partir de ça pour faire nous-mêmes le cahier de charges. Et franchement, maintenant, avec l'expérience, voilà, je commence à bien connaître... les budgets, les dimensionnements et pouvoir faire en interne une série de cahiers de charges moi-même. Ce que je n'oublie pas de faire aussi, c'est diffuser vers le public, vers les bulletins communaux, la presse locale, des aménagements qui ont été faits pour aussi
souligner la collaboration avec tous les acteurs, dont les agriculteurs, pour qu'il y ait une certaine fierté que ces aménagements aient eu lieu et qu'ils puissent aussi montrer aux riverains, voilà, j'ai participé et c'est positif. Donc voilà quelques exemples. Bon, c'est carte et ruisselle, problème de bassin versant. Alors on a les coulées habituelles, de nouveau entrée de champs en entonnoir. Gros souci au niveau de la flèche rouge supérieure, point 2. Là, c'est même un terrain où, au niveau du service urbanisme, il y a interdiction d'octroyer un permis, tellement la coulée de boue est importante à cet endroit-là. On a écrit à l'agent immobilier, parce que le terrain était en vente, en disant, et aux propriétaires du terrain, pour leur expliquer qu'il y avait de tels problèmes liés à l'aspect nature du terrain et de la localisation, que l'urbanisation du bien était compromise, pour bien qu'ils prennent conscience que ce terrain n'a pas la même valeur qu'un terrain à bâtir. Donc, nous, on a pu aménager certaines fascines, certains aménagements qui ont été réalisés, mais certains aménagements sont beaucoup plus difficiles à faire accepter. Par exemple, la fascine en travers du champ, là, c'est bien gentil, mais l'agriculteur dit bon, c'est pas possible, contourner ça. Par contre, l'autre fascine en L, elle se fait entre deux parcelles et on a dû avoir l'accord des deux agriculteurs pour pouvoir la placer, puisque là, elle se faisait à la limite des deux parcelles. L'entrée de champ, finalement, la nouvelle entrée proposée, techniquement, c'était vraiment compliqué et c'était pas faisable. Donc, on a proposé un autre aménagement. Finalement, on a fait une grille transversale sur la chaussée en dessous. Voilà, exemple d'aménagement fascine. Donc, il se fait à la limite de deux champs, avec l'accord des deux agriculteurs concernés par la parcelle. Donc, quand ce sont des aménagements comme ça, on n'indemnise pas. Donc, on a l'accord des agriculteurs de placer. C'est la commune qui paye l'aménagement, qui paye l'entretien des fascines, qui veille à ce qu'ils soient en bon état. L'agriculteur laboure derrière, récupère la terre qui s'est accumulée. Si vraiment une année il y a des gros dégâts en amont de la fascine, alors à ce moment-là, on pourra voir si on propose une indemnisation, mais c'est uniquement si le dégât devait être particulièrement important. Étant donné qu'à cet endroit-là, il y avait toujours des dégâts avant qu'on fasse la fascine, j'ai vu les photos à cause des coulées de boue, il y a toujours eu des dégâts à cet endroit-là. Donc on ne voit pas, la fascine finalement n'augmente pas tellement la situation par rapport à ce qu'il y avait avant au niveau du dégât. Donc d'autres types d'aménagements dans des chavets qui sont fort encaissés. Là c'est l'entrée de champ, des talus, des fossés qui sont très érodés, avec une chavet qui est fait 8 à 10 mètres de haut au niveau de l'encaissement. Et on a fait un autre aménagement, on n'a pas encore parlé, c'est des fascines étagées dans les talus, avec au-dessus une fascine supérieure qui se fait à la limite du champ. Et on a pu faire accepter cet aménagement aussi en haut parce qu'il y avait des loupes qui se créaient et parfois des affaissements complets de terrain, et que l'agriculteur avait toujours peur que son tracteur ne parte dans le trou. Et donc, parce qu'on a fait la fascine, bon, ça rassurait, ça évitait aussi de continuer à avoir une érosion du haut du talus. On aimerait bien qu'il accepte une bande herbier, ce qu'il ne veut pas faire. Et alors, on a eu le problème, c'est qu'une année, il a sous-traité à des patatiers qui ont détruit les fascines supérieures. Et maintenant, on est là avec la fascine à recréer. Donc, encore un autre exemple, c'est des plantons... des tiges de saule qui sont plantées dans le talus pour solidifier le talus. Voilà les entrées de champ. On a eu aussi incendie criminel, quoi. Gens qui se sont amusés, qui ont fait un feu de camp et qui ont brûlé la fascine. Donc on a dû refaire une nouvelle fascine ici. Voilà la fascine supérieure là, qui a été finalement détruite par l'entreprise de patates. Donc maintenant on doit renégocier pour recréer. Bon, on a payé une fois, c'est embêtant de devoir repayer une deuxième fois. Bénédicte, il nous reste quelques minutes avant le démarrage de la table ronde. Ok. Merci. Donc voilà, d'autres aménagements qui se font en voirie. Au niveau, voilà, la philosophie globale pour les agriculteurs, c'est montrer leur intérêt, que le fait de diminuer les ravines, qu'il y ait moins de perte de sol, qu'il y ait une meilleure perception des voisins, des riverains, que les premiers agriculteurs qui ont accepté sont finalement nos ambassadeurs. Ils ont par la suite une image aussi pour d'autres agriculteurs en disant « Mais si un tel a accepté, alors pourquoi pas moi ?» C'est un peu logique.
Si l'occupation se fait sur domaine public, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a même pas de refus possible. On informe l'agriculteur que l'aménagement va se faire dans le domaine public. Si ça se fait sur un terrain qui appartient à l'agriculteur, là, on indemnise en fonction de la surface qui est occupée. Et puis, on a une série d'aménagements, pas uniquement avec les agriculteurs. Voilà, on a aussi un gros souci récurrent cette année, depuis quelques années, ce sont les plantations de petits pommiers par des sociétés flamandes. C'est un désert, sauf des pommiers tous les 30 cm. Alors, il n'y a que des bandes enherbées à certains endroits et, pour faire passer les jeeps. Donc là, on a pu négocier avec la société qui place les pommes de faire des bandes enherbées aux endroits stratégiques qui sont les plus adéquats au niveau de l'écoulement, puisqu'ils font quand même des bandes de passage entre les arbres, mais ce n'est pas la culture la plus favorable. Voilà, des buts comme on a vu avec Gisère. Alors, j'ai juste quelques secondes, quelques minutes encore. Oui. Allez-y. Ici, c'est un exemple d'indemnisation d'un agriculteur. Donc, on a fait un fossé talus avec un lien vers une cunette donc en béton qui rejoint un fossé pour évacuer les eaux. Et donc là, on a calculé la surface occupée par l'aménagement. Et l'indemnité, c'est 1 300 € l'hectare fois la surface concernée. On a à gauche, le point 5, c'est un chenal parabolique. Et comme il n'empêche pas l'usage agronomique du champ, de la prairie, puisque ce n'est peu profond, là, il n'y a pas eu d'indemnisation, puisque l'activité agricole peut se continuer. On a eu comme aspect particulier, c'est que le terrain appartient pas à l'agriculteur, il faut aussi l'accord du propriétaire dans certains cas. Et donc, et en plus, l'agricultrice a 90 ans, et donc ses filles voulaient absolument savoir ce qui allait se passer. Donc, ça demande du temps et une bonne collaboration entre toutes les personnes. Voilà quelques exemples de l'aménagement qui a été fait. Donc, ici, on a fait une convention de 5 ans, et on a payé en une fois les 5 ans, pour pas devoir chaque fois faire passer les conventions au conseil communal. Et maintenant, il faut conclure. Voilà. Donc, en conclusion, c'est un sujet technique. Il faut bien se faire aider par les spécialistes. C'est un travail transversal et participatif entre tous les services. Que c'est moins cher d'indemniser l'agriculteur que de nettoyer les dégâts. Et donc, ça, il faut garder à l'esprit. Et puis qu'on peut avoir des aspects complémentaires, travailler en même temps sur d'autres aspects, comme disait le bourgmestre de Doncel, le côté biodiversité, plan Maya, etc. Et qu'il ne faut pas oublier la sensibilisation et la communication. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on a une responsabilisation des agriculteurs de la commune, qu'on a des effets rapides. Une fois qu'on commence à faire des aménagements de terrain, c'est visible par les riverains, et que c'est un effet multiplicatif. Pas à pas, on peut avancer. C'est comme je mets ici, les exemples ici sont contagieux. C'est plus facile à convaincre après. Et qu'on a, nous, la chance d'avoir des subsides provinciaux. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est l'entretien des aménagements, qui ne sont pas toujours évidents à planifier, à organiser, qu'on oublie un petit peu de mettre ça dans le fonctionnement des équipes techniques, jusqu'où négocier et imposer les aménagements, et quelques pratiques agricoles de sous-traitance qui sont vraiment très problématiques et pour lesquelles ce serait bien qu'il y ait une réflexion au niveau du secteur agricole, au niveau régional, pour pouvoir nous aider à aménager ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Bénédicte Maréchal.